addition, as I said, En ajout, comme je l'ai dit dans notre présentation, notre intention, nous avons commencé à offrir notre aide à l'Ouganda et nous sommes disposés à aider tous les pays d'Afrique à installer leur CERT et recevoir de nous des conseils. Désolé que nous soyons venus tard, mais nous devons considérer que nous avons commencé en 2009 et en janvier, il y a eu la révolution, donc nous commençons à établir notre CERT sans limite. Nous avons une très bonne équipe. Nous avons 3 PhD. Nous avons 4 étudiants en master et tous nos candidats sont très bien formés et nous sommes disponibles. Vous pouvez nous contacter à tout moment si vous avez besoin de conseils de notre part. C'est avec plaisir que nous allons vous aider à améliorer notre continent. Tout ce que nous avons, nous pouvons le partager avec vous sans contrepartie. Contactez-nous simplement et vous nous trouverez. C'est notre honneur d'aider, c'est notre honneur de faire partie d'Africa CERT. C'est la première fois pour moi de participer à une réunion d'Africa CERT et j'espère pouvoir participer aux autres réunions et tout le temps. Et j'espère être à la réunion AFNOC en tant qu'Égyptien, en tant que CERT égyptien, pas en tant que Samir. Nous espérons qu'à partir de là, nous serons là tout le temps. Comme le professeur a parlé du CERT tunisien, oui, ils sont très bons et nous suivons leur exemple pour que tous les pays africains n'hésitent pas à nous contacter. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. thank you so much, Dr. Samir. Merci beaucoup, Dr. Samir. Mohamed, vous avez la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Diop. Avant de commencer, je vais demander combien parlent l'anglais et combien parlent le français en fonction des tendances. Je dirais pour la majorité. How many people speak French in that room? Okay. How many people speak only English? Combien parlent seulement anglais dans cette salle? Alors, prenez le casque. Prenez le casque. So I'm going to speak French. Okay. Bon, Je vais parler anglais. Français. Il y a beaucoup de slides qui sont en anglais, français. On mélange tout chez nous parce qu'on refuse qu'on nous confine quelque part dans... C'est des langues de travail, donc on verra d'ici quelques années des présentations en Jula, en Yoruba, en Ubuntu. Bon, c'est comme ça que ça doit se passer. Je vais vous parler aujourd'hui d'une relation qui existe entre deux organisations qu'on appelle Africa CERT et AF Registrar. Nous allons essayer de voir un peu de quoi il s'agit. Il faut comprendre que nous avons une problématique, comme je vous l'ai annoncé à la question de ce matin. Africa CERT, c'est des ingénieurs comme Jean-Robert qui ont été à l'origine. C'est des gars très techniques, qui ne parlent que la technique. Alors que ces problématiques de sécurité, de mise en place d'infrastructures pour répondre à des questions d'émergence, sont passées au-delà de la question purement technique. C'est devenu, les champs se sont élargis. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de collaboration avec Africa CERT, avec les CCTLD, avec les registrars, avec les law enforcement, avec la police, avec la gendarmerie, avec tout le monde. Il a signé des accords avec Interpol. On se demande, mais qu'est-ce qu'il faut avec Interpol? Mais si, parce qu'on se rend compte que la lutte pour la cybercriminalité ne concerne pas uniquement nos frontières. Qu'est-ce qui a fait qu'Interpol soit créé? Ben, c'est parce que chaque pays avait ses environnements. Au bout d'un certain moment, ils se sont rendus compte que les crimes passaient au-delà des frontières et qu'il fallait une collaboration. Donc voilà un peu ce qui a amené également Africa CERT à se dire qu'est-ce qu'on va faire avec le DNS. Ok. Donc on va rapidement passer en revue la mission d'Africa CERT. Qu'est-ce qu'ils font? La mission de AF Registrar. Quels sont les axes de collaboration? Et puis bon, qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir?
C'est qui les registrars en Afrique? On pense qu'ils sont des milliers. Bon, ils ne sont que 7 aujourd'hui. Il y en a 1000 dans le monde actifs. Il y en a 7 en Afrique. On fait moins de 0,7%. OK? Tout le reste qui s'active dedans, c'est des resellers de registrars accrédités quelque part. Donc, ces registrars se sont organisés et on met en place une structure qui s'appelle AF Registrar et qui essaie de voir dans quelle mesure on peut avoir un agenda pour répondre aux problématiques purement africaines. OK? Donc, on en a un en Afrique du Sud, 2 au Ghana, 1 au Sénégal, 1 au Burundi, 1 au Maroc. Malheureusement, nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est le Sénégal qui vous représente. Et vous nous représentez à la Coupe du Monde, donc on est voilà. Donc, c'est quoi Internet? Internet, c'est un écosystème d'acteurs. Chacun a une responsabilité. On se rend compte que vous avez vu la complexité depuis ce matin et depuis ces 2 jours. On parle de beaucoup de choses et on se dit, mais quel est le lien avec tout ça? Ben, le lien, c'est que quand il y a des gens qui veulent faire du bien, il y a des gens qui veulent faire du mal. Et quand on achète quelque chose, il y en a toujours quelqu'un à côté qui n'a pas envie de travailler pour avoir ce que tu as et qui a envie de l'avoir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va engager un certain nombre de choses. Et puisque les choses ne se passent plus dans la vie réelle uniquement, le virtuel a pris de plus en plus d'importance. Bon, on va se dire quelles sont les réponses en termes organisationnels, en termes de responsabilité gouvernementale, en termes d'acteurs. Comment on fait pour éviter que le crime, que le mal, que le délit, que les abus puissent être aussi étendus que ce qu'on a dans la vie réelle. D'autant plus que sur le cyberespace, faire un crime devient de plus en plus facile que faire un crime dans la vie réelle. On est devant son ordinateur, on n'a pas besoin de bouger. Avec 3 clics, on a volé le site internet de quelqu'un. Alors que dans la vie réelle, il va falloir attendre la nuit, trouver une clé de passe, aller chez quelqu'un, ouvrir la porte, avec le risque qu'on trouve un chien méchant ou un revolver sur la tempe. Il n'y a pas tout ça, donc on se rend compte que les mécanismes de protection sont très faibles et l'enjeu est aussi important. Donc voilà un peu ce qui a amené les acteurs à se dire comment on va faire pour essayer de résoudre ces problèmes. Maintenant, en quoi ce que Jean-Robert fait est important? Quand il y a un problème, il va falloir appeler par exemple 911 aux États-Unis. En Côte d'Ivoire, je ne connais pas le numéro d'urgence quand il y a un problème. En tout cas, le 18, c'était les sapeurs-pompiers. Quand on a un problème technique, il nous faut appeler quelqu'un. Il nous faut avoir un centre qui est capable de remonter les informations et qu'on ait une base de données. Lui, il a la charge. Il travaille depuis 10 ans, mais le problème, c'est qu'on ne l'écoute pas souvent parce qu'il parle à des techniciens comme vous et moi. Et quand les politiques à haut niveau en entendent parler, ils ne l'entendent que sous l'angle du cyberterrorisme. On ne pense qu'il n'y a que la problématique du cyberterrorisme. Alors que la cybersécurité, c'est nos trucs de tous les jours. Ton email, ton site web, le site web de l'entreprise, des transactions frauduleuses. C'est ça, un paiement en ligne en utilisant la carte de quelqu'un. Moi, ce sont ces problèmes que j'ai tous les jours en tant que registrar et auxquels il me faut une réponse en termes de collaboration pour ça. Donc, je ne reviens pas sur l'écosystème, vous avez tout vu, beaucoup l'ont présenté, il y a énormément d'organisations autour, on a besoin d'une plateforme de collaboration, de coordination, et cette plateforme, pour le moment, sur les questions purement techniques, où il y a une expertise sur la sécurité, nous voulons que ce soit AfricaCert qui soit cette plateforme de collaboration et de discussion. Maintenant, dans sa mission, je vais être très bref, parce qu'AfricaCert, on lui demande de faire beaucoup de choses, mais si je dois résumer, je dirais qu'il y a 4 choses. Et c'est dans son document, je ne l'ai pas inventé, j'ai fait que recopier. Il dit, première chose, c'est qu'il doit, c'est lui qui doit en fait récupérer en termes d'information tout ce qui se passe comme incident et essayer de développer des programmes de prévention. Parce que faire un rapport que tel incident s'est passé, c'est bien, mais ce qu'on veut, c'est essayer d'éveiller une conscience pour que les gens soient dans la mesure de prévenir que ces incidents ne se reproduisent pas. Le deuxième objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait une coordination et de fournir une plateforme de réponse, donc coordonnée, de ces actions par rapport aux incidents qui surviennent. Le troisième point, et c'est là où on l'attend vraiment, c'est qu'il doit éduquer. Il doit permettre le développement des ressources. Et nous nous sommes rendus compte que dans ce domaine, en écoutant les jeunes de ce matin de la Côte d'Ivoire, en écoutant également les autres interventions, c'est là où on a énormément de choses à faire. Il y a très peu de ressources qualifiées, on a très peu d'experts dans ce domaine, et nous avons besoin quand même, comme on a la police, la gendarmerie pour les trucs réels, qu'est-ce qu'on a dans un pays quand il y a un problème lié à la cybercriminalité?
Est-ce qu'il y a même une structure dédiée à ces problèmes-là dans nos pays? S'il y en a, c'est qui l'interlocuteur? Qui les connaît? Moi, j'ai eu un problème il y a 3 ans. J'ai été l'objet d'un cas de cybercrime. Je suis allé pour porter plainte. Vous comprenez, moi, expert dans le domaine, je suis allé pour porter plainte. Le gendarme que j'ai rencontré, il me dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Je remonte pour parler au procureur, il me dit, je suis désolé, on n'a pas été encore formé pour traiter ces questions. Je vais à la police, c'est pareil. J'essaie de trouver un avocat en disant que là, il faut que je trouve quelqu'un pour me défendre. Mais l'avocat, il me dit, je suis désolé, moi je connais les problèmes dans la vie réelle, mais sincèrement, vos histoires, c'est intéressant, c'est vrai, mais j'y comprends rien du tout. Donc, le citoyen lambda qui est confronté à des problèmes, à qui il s'adresse? Vous comprenez toute la problématique. Est-ce que vous pensez que c'est des délits virtuels, les délits qui nous arrivent quand on vous vole une carte et qu'on bouffe votre argent sur votre compte bancaire? C'est virtuel ou c'est réel? Non, j'aimerais une réponse. C'est virtuel ou c'est réel? C'est réel. Et pourtant, ce n'est que virtuel. Donc on se rend compte que quand même le virtuel est en train de bouffer nos environnements et ce n'est plus que du virtuel. Au moins, on sent la conséquence dans nos vies de tous les jours. Bon, je pense qu'il m'a donné 15 minutes. Vous comprenez que je vais aller très vite sur beaucoup de choses. Ce que je veux juste qu'on comprenne, c'est que venons-en à ce qui nous intéresse. Rapidement sur tout ce qu'on essaie de faire quand on parle de cybersécurité, c'est éviter des pertes de revenus. Quand une entreprise perd de l'argent, quand une banque se fait hacker et que plusieurs comptes de clients sont subtilisés, c'est des pertes réelles, ce n'est pas des pertes virtuelles. Okay? Quand on a des problèmes d'arrêt de service, vous faites votre business tout sur Internet et que votre nom de domaine, supposons Orange, qui fait du Wi-Fi, se retrouve avec son nom de domaine hacké, son site web changé en MTN et que ses clients ne peuvent même plus acheter un voucher online, vous comprenez que ça, c'est une interruption de service. Comment on fait pour éviter ces cas de figure du point de vue du client? Il y a d'autres aspects qui peuvent avoir des conséquences légales et autres, donc des questions de propriété intellectuelle, donc ainsi de suite. Voilà. Donc, tout ça, on sait que c'est une question qui se résume à quoi? Il y a un dommage, il y a un préjudice, il y a un crime, il y a un délit, et on veut que tout ceci puisse être coordonné quelque part. Et le problème, c'est que nos structures actuelles ne sont pas suffisamment outillées pour nous permettre d'avoir ce niveau de réponse. Le citoyen lambda n'est pas informé de à qui il doit s'adresser, comment faire pour résoudre ces problèmes et à qui s'adresser qui puisse également l'écouter et comprendre de quoi il parle. Ok? Donc, très vite dans ça, ça c'est un peu le registraire, qu'est-ce qu'il fait? Je pense que vous avez une idée de... Ça c'est le registry. Il n'y a pas que concerné par le modèle, il y a les registries, il y a les CCTLD et les GTLD. Le point CI de la Côte d'Ivoire, c'est le CCTLD. Le point COM, c'est le GTLD. Le registraire, il est là. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est lui qui parle au registrant qui, lui, a besoin d'acheter quelque chose. Ça peut être un service juste de notre domaine, ça peut être un service de mail. Donc, ça peut être un certain nombre de choses. Donc, et puis, il y a une nouvelle notion qui est en train d'émerger dans notre environnement, c'est le reseller. Qui est le reseller? C'est quelqu'un qui vend, qui n'a pas de statut, c'est l'informel du secteur. Il se trouve qu'il a la plus grande part du business. Dans les pays sous-développés, le secteur informel représente 95% du business. Donc si vous ne les gérez pas, c'est votre problème, mais en tout cas, c'est eux qui traitent directement avec les clients. Ici, dans le monde de l'Internet, également en Afrique, c'est ce phénomène qu'on a vu se développer. Ce reseller, il n'a aucun accord contractuel avec les institutions que vous voyez autour. Il n'a même pas de papier signé des fois. Et c'est lui qui est en face du client. Quand le client se fait avoir dans certaines transactions, il se rend compte qu'il n'a même pas de papier et que la personne qui était en face n'a même pas un statut pour qu'il puisse porter plainte contre cette personne. Donc ça fait qu'il y a une chaîne qui se brise et nous avons envie de savoir est-ce que nous devons aller vers une identification et avoir des statuts aux différents acteurs parce qu'on ne peut pas traiter dans un monde crédible si les acteurs ne sont pas identifiés. Vous avez compris ma problématique. Le secteur dans lequel nous sommes en train de nous mouvoir n'a pas un statut réel pour les différents intervenants et qui fait que quand il s'agit d'identifier une personne contre qui porter plainte ou faire une action en justice, on a du mal. Cette personne n'a pas d'identité en tant que structure, c'est des individus qui se trimballent. Deuxième chose, vous enregistrez un autre domaine, vous pensez que c'est enregistré en votre nom,
alors que ce n'est pas enregistré en votre nom, c'est votre reseller qui l'a enregistré en son nom. 3 mois plus tard, il n'est pas content de votre contrat, vous le jetez dehors, il part avec votre nom de domaine, votre hébergement et tout, et vous retrouvez 3 mois plus tard, vous voulez changer quelque chose, on vous dit non, non, on ne vous connaît pas parce que le client final n'est pas en relation avec les institutions accréditées. Voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés parce que les utilisateurs finaux ne connaissent pas grand-chose à ce que nous sommes en train de faire. Mais ce n'est pas loin de diminuer, même si le nombre d'enrichissement dans nos zones est très faible. La complexité des GTLD est en train d'augmenter. IDN est en train de venir, nous allons voir les noms de domaine en arabe qui ont commencé à pointer, en hébreu, en kiswahili, tous les pays sont en train d'utiliser leur langue nationale pour avoir leur Internet en termes de contenu pertinent pour la population. Ben, cette complexité, nous allons la voir augmenter dans l'environnement de nommage de l'Internet tel qu'il est connu ou tel qu'il a été connu. Et le nouveau programme de ICANN qui en fait nous fait passer de moins de 23 noms de domaine en GTLD à plus de 1000 et quelques, vous comprenez que c'est une complexité qui va exploser. Est-ce qu'on est préparé à accompagner cette complexité en termes d'organisation pour régler les problèmes de fraude, les problèmes de PI, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Le registrar, lui, c'est lui qui fait ce business. Il peut être spécialisé, ainsi de suite. Bon, il me reste combien? 10 minutes? D'accord. Donc, en fait, ça vous donne une idée du registrar, de ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui peut être sur des marchés classiques, il peut être sur des marchés de niche, il peut être sur du low cost, il peut être sur des services spécifiques, voilà. Mais c'est lui qui a l'agrément, et voilà l'aspect contractuel tel qu'il est fait. Le registrar, il signe avec ICANN, et ICANN, lui, intègre dans son contrat toutes les problématiques qui concernent et l'utilisateur final et l'institution en tant que telle. Donc, ICANN se dit, l'utilisateur final n'a pas d'avocat, c'est moi son avocat, et je ferai en sorte que le système soit protégé. Comment on fait? Ben, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont en train d'être mis en place pour que même si un registrar fait faillite, l'utilisateur final n'est pas impacté par la faillite de cet acteur. Donc vous comprenez que l'institution a quand même essayé d'anticiper un peu pour savoir comment rendre le système stable, résilient, donc que les utilisateurs finaux ne puissent pas subir les préjudices. Donc voilà un peu les exemples de problèmes que nous avons quand on crée un utilisateur. Il y a des problèmes liés aux marques déposées, il y a des problèmes liés à Whois. Quand quelqu'un s'enregistre, il donne un nom, prénom, il ne veut pas qu'on le reconnaisse parce qu'il envisage d'utiliser cette adresse-là pour faire des cyberattaques. Les informations qu'il va mettre dans la base de données Internet de chaque registrar, ces infos seront erronées. Donc il y a un certain nombre de mécanismes qui doivent être mis en place pour vérifier que la personne qui est en train de s'inscrire respecte les règles en mettant les informations minimales dont nous avons besoin pour avancer. Dans le mobile, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, n'importe qui pouvait acheter une puce. Aujourd'hui, on dit, si tu ne t'identifies pas, ta puce n'est pas activée. C'est pareil, c'est des mécanismes qu'on utilise parce que tout simplement, avec la puce, il y a des informations avec lesquelles on peut remonter aux propriétaires de la puce. Et ces infos sont utilisées par les law enforcement mechanisms, les law enforcement agencies, sont utilisées par la police, la gendarmerie. Dès que vous volez la puce de quelqu'un, il suffit qu'il donne l'information, l'opérateur est capable de vous le traquer et de vous ramener l'information de où se trouve la puce qui a été volée. Et cette puce est en train d'être utilisée par tel ordinateur, tel portable, à tel truc. Okay? Voilà, donc on comprend que dans cet environnement, le rôle des registrars, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir le maximum d'enrichissement possible en Afrique. Vous savez qu'on en a combien en Côte d'Ivoire, on en a combien au Sénégal, on en a combien... Vous faites la somme de l'ensemble des enregistrements sous les CCTLD, ils sont faibles. Le rôle des registrars, c'est de faire en sorte de mettre en place tout un environnement pour rendre attrayant l'environnement de ces CC, pour que les Africains fassent de leur CCTLD leur premier choix et pas leur second choix. Et tout ceci est une lutte que nous sommes en train de mener ensemble. Donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais en tout cas, c'est pour vous dire que nous avons énormément de choses à faire. Prenez cette présentation, relisez, regardez à l'intérieur. Je vais aller directement sur les recommandations. Ces deux slides-là doivent vous donner une idée de pourquoi en Afrique, quand il y a des problèmes, on a l'impression qu'il n'y en a pas. Regardez le nombre de problèmes et de plaintes déposées au niveau mondial. Sur les histoires de « on t'a volé ton truc, on t'a volé ton nom de domaine, machin. »
vous regardez sur la carte que ICANN gère, c'est comme si en Afrique, il n'y a jamais de plainte sur les noms de domaine. On t'a volé ton nom de domaine, c'est le silence radio. On t'a volé ton site, on t'a hacké. Les gens ne savent même pas à qui porter plainte. Vous regardez les statistiques, on est le continent le plus clean de la planète. Il n'y a aucun problème. Maintenant, répondez-moi, est-ce que c'est parce qu'il n'y a aucun problème ou parce que les utilisateurs finaux ne sachant pas à quel sens se vouer, ont préféré, faites le choix, ne pas s'enregistrer, ou deux, se dit tout simplement, je suis désolé, je ne sais pas à qui m'adresser, prendre son mal en patience et s'asseoir en disant l'internet c'est un nid d'arnaqueurs, j'ai pas envie d'y rester, je retourne dans mon manuel classique et l'Afrique ne se portera pas plus mal non plus. La preuve, combien il y a de noms de domaines en Afrique? Sous les CCTLD, la somme, l'ensemble des CCTLD enregistrés ne font pas 1 million de noms de domaines en première racine. Quand on parle de deuxième racine, CO.ZD, à lui tout seul, fait 800 000 enregistrements en Afrique du Sud. Mais prenez la totalité, .ci, .sn, .bj, .bf, .ne, vous faites toute la somme de ces enregistrements, on n'a pas dépassé les 20 000. Est-ce que les Africains n'en ont pas besoin? Ou parce que nous n'avons rien fait pour essayer d'inciter à ce que cet environnement soit intéressant? En tout cas, je vais juste aller à la conclusion, chef. Parce que, comme on dit, on n'a pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup de principes de rafraîchissement ici, mais bon, je vais juste aller sur les 3 dernières recommandations. Voilà. Excusez-moi. Donc, voilà. Voilà les recommandations. C'est qu'il nous faut mettre en place un comité, un working group. C'est une recommandation qui avait été faite entre AfricaCert et Afregistrar. Il faut des réunions périodiques qui permettent aux registrars et à AfricaCert de travailler ensemble pour que l'agenda sur les noms de domaine puisse être relayé au niveau des CERT dans les différents pays. Ça leur permet d'aller plus vite et ça leur permet de ne pas recréer la boussole. Au moins les débats de haut niveau vont être répertoriés au niveau national. Deuxième chose, il faut que les débats au niveau des law enforcement mechanisms, où on ne retrouve que les opérateurs mobiles, parce qu'on ne gère que les puces du mobile, on ne gère rien d'autre. Quand vous avez un problème avec l'ordinateur, vous allez à la police judiciaire, on vous dit, on ne sait pas comment remonter. Il faut qu'on puisse élargir ces débats-là à l'ensemble des organisations qui sont dans les enregistrements de notre domaine. Il faudrait également qu'on puisse arriver à avoir des réunions par pays, par région et au niveau africain, de manière à ce que les pays puissent s'adosser sur des réunions régionales et qu'on puisse avoir, comme on est en train de le faire ici, une réunion de synthèse d'AfricaCert Day qui regroupe l'ensemble des problématiques et des dynamiques régionales au niveau des différentes régions, les 6 régions que l'Afrique a actuellement. Dernier élément, c'est que il y a un débat de haut niveau qui se passe ailleurs pour dire le CERT, ok, mais est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose de spécifique compte tenu du poids que le DNS a aujourd'hui dans les transactions? Il impacte tout le monde. Tout business est impacté par le DNS. Est-ce qu'on ne donnerait pas un chapitre particulier à la question liée au DNS au niveau du CERT? Il y a eu un rapport du SSAC, qui est un comité à ICANN qui gère des questions de sécurité. Ils ont également donné un certain nombre de recommandations pour que les registrars puissent avoir des systèmes d'enregistrement et de gestion des informations clients beaucoup plus robustes que ce qu'on a jusqu'à présent. Voilà, dernier slide. Donc, nous ne pouvons pas laisser les choses aller telles qu'elles sont. C'est très lent. On ne peut pas rattraper le retard. Il nous faut aller en termes de collaboration. Il nous faut apprendre du voisin et aller très vite. Parce que l'Afrique a un retard qu'il ne sait pas actuellement rattraper. Et nous sommes en train de parler d'économie numérique alors que les fondamentaux de l'économie numérique, c'est le juridique, c'est la loi, c'est la protection du citoyen et de ses biens. Et ça, on ne sait pas le faire. On n'est même pas encore en train de mettre en place les infrastructures pour le faire. Et c'est là mon cri de cœur. Essayez de voir comment mettre les fondamentaux avant de pouvoir bâtir quelque chose à l'étage. Je vous remercie. Merci Mohamed. On va laisser la parole à Valdez sur la collaboration entre les professionnels de la sécurité et les CERT.
Bonjour tout le monde. C'est possible de les mettre là-bas. Ok. Bon, la présentation, la narration sera faite en français, comme la plupart de la salle est francophone. Mais les slides, eux, ils sont en anglais, bon, pour toute autre fin utile. Bon, le thème de ma présentation aujourd'hui, c'est la collaboration entre la communauté InfoSec et les équipes CERT des pays. Bon, j'entends par là équipe CERT, les différentes équipes de sécurité au niveau de chaque pays, que ce soit d'Afrique ou bien que ce soit des autres continents. Ah, ok. Bon, là, c'est le plan de la présentation. On aura 6 points principaux. Comme ça, là, et gagnant en temps, on va aller. Bon, moi, c'est Valden Zali, co-founder Cameroun Cybersecurity, qui est une association non gouvernementale de lutte, de sensibilisation à la cybersécurité, de formation des utilisateurs et de partage des connaissances techniques et non techniques aussi avec les utilisateurs lambda comme avec les professionnels de la sécurité. Donc là, ça c'est un tour en arrière. Certains d'entre vous ont entendu parler du projet Internet Census. Ça c'est une carte d'Internet qui définit les points lumineux là. Ce sont les devices qui ont été trouvés sur Internet avec des accès par défaut, toujours disponibles depuis Internet. De manière un peu comme des routeurs, des imprimantes, des ordinateurs, des serveurs, à partir desquels quelqu'un pouvait se connecter sur Internet et mettre juste le login par défaut, mot de passe par défaut, et il pouvait avoir accès. Bon, ça c'est un projet qui a été mené en 2012 par un utilisateur inconnu qui ne s'est jamais authentifié jusqu'à aujourd'hui, mais il a publié les résultats de sa recherche pour les rendre disponibles à la communauté. Il a aussi donné les datasets qu'il a pu avoir de ces scans-là, parce qu'il a fait un scan d'à peu près 3 mois de tout l'Internet, toute la plage IPv4 sur l'Internet. Donc là, qu'est-ce que j'entends principalement par communauté InfoSec? La communauté InfoSec, ce sont les chercheurs en sécurité. Il y en a certainement ici dans la salle. La communauté aussi, InfoSec aussi, ce sont les vendeurs de produits, les producteurs de logiciels. Peut-être antivirus, peut-être logiciel d'encryption, le logiciel peut-être de chat, de messagerie instantanée cryptée, peut-être un logiciel peut-être pour sécuriser certains paths et autres. Là, c'est ça qu'on appelle la communauté InfoSec. En même temps aussi que les antivirus standards, les vendeurs de SIEM, toutes les autres solutions de protection qui existent. Parallèlement aussi, ce sont les analyses de sécurité des différentes boîtes qui se servent des informations de sécurité disponibles sur Internet pour améliorer nos systèmes. Donc le projet Sonar, de quoi est-ce qu'il s'agit? Le projet Sonar, en fait, c'est un nom de baptême qui a été donné à un ensemble de scans de l'Internet, dont une équipe de sécurité, principalement la firme Rapid7, ils ont fait un scan pendant 1 an, de février 2012 jusqu'à mars 2013, de l'Internet tous les mois des mêmes services sur les ports 24, 21, 22, 25, les ports standards là. Et ils ont maintenant mis les résultats de leur recherche disponibles sur Internet pour que tout le monde puisse les exploiter. Ceci afin d'identifier, par exemple, vos propres services critiques qui ont été découverts depuis l'Internet, ou bien les services de vos clients. Peut-être si vous êtes une entreprise qui gère la sécurité de plusieurs autres, à partir de ces datasets-là, vous pouvez identifier quels sont les services de vos clients qui sont visibles depuis l'Internet et l'évolution qu'il y a eu pendant près d'1 an. Donc là, c'est à peu près les datasets actuellement disponibles. C'est par exemple pour la place IPv4, ils ont fait un scan pour récupérer tous les certificats SSL distribués sur Internet dans la place IPv4. Ce qui va permettre par exemple à une entreprise de prendre ces datasets-là, analyser pour savoir une entreprise, par exemple, je prends le cas par exemple de DigiNota, le registraire de bandeur de certificats de sécurité qui a été piraté il y a quelques années. Après le piratage, ils ont révoqué tous les certificats qui ont été générés. Mais maintenant, certainement d'autres entreprises actuellement utilisent toujours les anciens certificats qui sont actuellement non valides, mais ils utilisent dans des infrastructures toujours. Ça, c'est un problème de sécurité évident. Donc, à partir de ces datasets-là, par exemple, ça permettra d'identifier les concernés et les notifier. Donc là, par exemple, aussi, c'est toujours par rapport au projet Sonar, il y a quelque temps, une faille sur le service Universal Plug and Play a été découverte, toujours dans le cadre de cette étude-là. Et ça a permis d'identifier qu'il y a des millions et des millions, 23 millions de systèmes accessibles depuis Internet, avec les ports standards et les vulnérabilités critiques déjà connues, mais qui étaient toujours accessibles depuis Internet, mais les administrateurs ou bien les concernés ne le savaient pas. Donc c'est à peu près l'un des fruits comme ça là. Parallèlement aussi, toujours pour la Serial Port Console, une autre étude toujours comme ça là, à partir des datasets produites par le projet Sonar, a permis d'identifier toutes ces vulnérabilités critiques là.
Dans la même tranchée, la présentation que j'ai faite lundi, là c'est au niveau des services OpenSSH ici en Afrique. Bon, parce qu'à Cameroun Cybersécurité, nous avons pris une partie des datasets là. Bon, avec les ressources que nous avons commencé à traiter ces données-là. Et là, ce n'est qu'une capture d'écran de l'une de nos premières découvertes, l'évolution des failles, pratiquement sur le service SSH ici en Afrique. Bon, le document final, il est censé être produit en fin d'année 2013 et sera remis probablement, bien évidemment, aux autorités d'Africa 7 et les différents sites dans la salle avant d'être publié au grand public. Donc, et justement, on se demande à quoi est-ce que tout cela peut être utile pour les équipes de sécurité, par exemple. C'est vrai, ils ont fait leur recherche, ils ont trouvé X, ils ont trouvé Y. Bon, mais techniquement, pour nos équipes, celles qui sont dans la salle, à quoi est-ce que ça va les aider? Principalement, d'abord, c'est une réduction de la force de travail parce que, normalement, s'il fallait aller au cas par cas, l'une des tâches peut-être pourrait être d'identifier tous les services critiques d'un pays, par exemple, pour une équipe 7 d'un pays, et pouvoir y remédier. Avec ce dataset, par exemple, pour avoir un projet comme le projet Sonar, plus besoin de le faire, ou bien on peut le faire après, mais en tout cas, les équipes 7 ont déjà une base sur laquelle s'appuyer pour faire leur travail. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est prendre les datasets disponibles et commencer à les traiter pour analyser, pour identifier d'abord leur pays, pour diminuer la cache parce que c'est assez lourd. Par exemple, rien que pour le port 80 service HTTP, pour un seul mois, c'est environ 24 gigas de données qui sont produites. Donc, et 24 gigas compressés. Décompressés, ça tourne autour de 100 gigas. Donc, il faut des ressources même pour les traiter. Parallèlement aussi, ça permet de spécifier les campagnes de sensibilisation. Parce que le rôle de nos équipes de sécurité aussi, c'est d'avertir les différentes entreprises pour dire vous avez tel service là qui est critique, qui est disponible sur Internet, qui est vulnérable, essayez d'appliquer telle mesure de sécurité pour ça là. En général, parfois ils attribuent des messages génériques aux entreprises. On avait une solution avec un projet comme celui-ci là. Maintenant, ils savent exactement quels sont les services qui sont vulnérables, pour quelle entreprise en particulier, quelle est la version du service vulnérable et comment notifier l'entreprise et comment remédier à la faille. Et de façon globale, ça améliore l'état de santé, entre guillemets, du cyberespace du continent, du pays, de la zone couverte par l'étude. Bon, actuellement, on se demande qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer cet état des choses-là. Premièrement, c'est déjà un travail en partenariat avec les équipes de sécurité, entre les équipes de sécurité de nos différents pays et les chercheurs en sécurité. Et quand on dit chercheurs en sécurité, ce n'est pas toujours des gens PhD, c'est pas trop quoi. C'est par exemple ces gars aussi qui de temps en temps notifient nos services que nous avons trouvé une faille sur tel site. Bon, je ne sais pas trop pour les autres pays, pour le Cameroun par exemple, c'est ce que nous faisons constamment là-bas quand on voit une faille de sécurité sur un site ou bien un message, une alerte sur un site, nous notifions l'équipe 7 qui maintenant va aller communiquer avec le concerné. Ce genre de choses-là, c'est à encourager le genre de partage de la communication. Vraiment aussi définir des standards parce que c'est vrai, il faut trouver des failles, mais tout le monde ne doit pas se permettre de venir scanner tous les services en désordre. Donc il y a un process qu'on doit définir pour ça là, et que bon, ok, les équipes de sécurité ainsi que les chercheurs doivent se mettre d'accord que bon, voici comment procéder pour identifier, pour notifier quand il y a une faille. Et continuer aussi toujours par actuellement ce qui est fait, parce que pour les équipes de sécurité qui ne sont pas encore au courant de ceci, ils peuvent déjà commencer par télécharger les datasets. Bon, le lien pour le téléchargement est à la fin de la présentation. Ils peuvent déjà télécharger ces informations-là pour pouvoir les traiter ultérieurement au cas par cas en fonction de leur pays ou de l'information qu'ils veulent tirer, puisque les datasets sont divisés en fonction des services, que ce soit pour le Telnet, pour les services FTP, pour les services SSH, pour le web et autres. Et continuellement, après avoir téléchargé ces datasets, ils doivent mettre une infrastructure en place pour analyser cela. Bon, vu le poids des données, probablement ils auront besoin des compétences en data mining, dont a un peu fait par tout à l'heure nos collègues de l'Égypte, parce que ce sont des données vraiment lourdes, il faudra mettre une infrastructure en place, peut-être même un mini cloud pour traiter toutes ces informations, tirer les informations utiles de tout cela et pouvoir les représenter et communiquer à leurs clients finaux. Bon, là, c'est la dernière recommandation, partager les trouvailles qu'ils ont faites, parce que la communauté, c'est un peu comme l'open source. On récupère des informations, on les traite, mais c'est aussi bien de les partager avec ceux qui les ont mis ou bien pour que ça puisse aider toute autre personne qui pourrait être intéressée. Donc là, ça, la conclusion, c'est au niveau des liens utiles. Bon, pour ceux qui vont pouvoir télécharger la présentation après, les liens utiles pour les différents, pour télécharger et les datasets et sur le projet Sonar et sur les d'autres, par exemple comme le projet Shodan, qui est un truc similaire qui permet de découvrir les services vulnérables d'une entreprise ou bien d'une entité spécifique en ligne. Je vous remercie, j'en ai terminé. Merci beaucoup Valdez.
Et merci pour la dynamique de ces jeunes que tu as pu mettre autour de toi au Cameroun. Je vais passer la parole à Jacques pour nous présenter le membership model d'AfricaCert. Enfin, c'est un modèle qui n'est pas encore approuvé, qui est issu du travail de plusieurs équipes CERT ensemble. Et donc, le next step, c'est que ça va probablement circuler sur les listes pour d'additionnelles discussions. Mais je laisse la parole à Jacques, qui est responsable de ce projet. Merci. Non, le premier guitariste. Deuxième fichier.